Ici Satou. C'est toujours agréable de partager un délicieux dîner avec un grand groupe d'amis. Personnellement, je préfère participer au repas plutôt qu'à la cuisine. Maître, un monstre en forme de pont a été aperçu, je vous le signale. Préparez-vous au combat, je vous le conseille. Oh non, dangereux, monsieur. Alarmés par la déclaration de Nana, Pochi et Tama commencèrent à paniquer. Du calme, vous trois. C'est un pont spécial, un pont-levis. Une section de 30 mètres au milieu de la vaste étendue de l'autre côté du fleuve était soulevée pour éviter que les grandes voiles du navire ne s'y fracassent. Le fleuve mesurait plus d'un demi-mille de large, ce qui ne donnait pas l'impression d'une grande brèche, mais en réalité, son échelle était similaire à celle du Tower Bridge de Londres. L'architecture de ce monde était également impressionnante. En observant le pont-levis, mon écran de réalité augmentée m'informa que la section mobile était en fait une sorte de golem. Notre curiosité a dû éveiller l'instinct de la guide, car elle est venue nous donner une explication. On dit que ce pont a été créé par les dieux il y a 1000 ans. Elle nous a ensuite expliqué que la pile du pont était dotée de poteaux de protection empêchant les monstres aquatiques d'approcher des abords de la vieille capitale. En aval, je pouvais voir une dizaine de poteaux de protection, érigés en plus du pont. Tandis que la guide nous expliquait les sites, notre navire traversa un port peuplé de nombreux bateaux, remonta un affluent longeant la ville et entra dans un port réservé aux nobles. Toute la ville semblait en pleine effervescence, sans doute grâce au tournoi d'arts martiaux qui s'y déroulait. Pendant le déchargement du navire, je me suis renseigné sur les dernières informations concernant la ville. Il y avait beaucoup de guerriers de haut niveau, probablement aussi à cause du tournoi. Mademoiselle Ringrande semblait être la plus avancée, au niveau 55. Je n'ai vu aucune réincarnation comme Arisa, aucun héros, aucun démon, aucun possédé, ni rien de ce genre. Il restait une trentaine de membres des Ailes de la Liberté, une secte adoratrice du Seigneur Démon, dans la vieille capitale, 9 dans les quartiers bas de la ville, 15 rôdant sous le château d'un noble nommé Comte Bobino, et 4 détenus dans le donjon du château du duc. Les 2 derniers se trouvaient à l'intérieur même du château, le 3e fils du duc, qui était aussi l'oncle de Sarah, et son bras droit. Le comte Bobino lui-même n'était pas membre des Ailes de la Liberté, mais le comte avant lui avait manifestement appartenu à ses plus hautes autorités. Comme la dernière chose que je souhaitais était l'invocation d'un autre seigneur démon ou autre, j'allais devoir signaler ces noms et cachettes au duc sous mon pseudonyme de héros. Cela dit, la plupart des membres avaient été tués lors de l'incident avec le seigneur démon que j'avais déjoué, je doutais donc qu'il soit capable de mettre à exécution un autre plan d'envergure de ce genre de sitôt. Néanmoins, mieux vaut prévenir que guérir. Seigneur Satou, le carrosse que mon frère m'a envoyé est arrivé. Je vais prendre congé. Tolma semblait s'être remis de tout ça et m'a interpellé dès que je suis descendu. Étonnamment, le carrosse derrière lui n'avait pas de cheval. Bien qu'il ait la forme d'un carrosse normal, il s'agissait en réalité d'un objet magique appelé voiture golem. Un examen plus approfondi des roues révélerait les mains artificielles qui les faisaient tourner. Ça, c'était un carrosse de rêve, si j'en avais jamais vu un. Avez-vous prévu un endroit où loger dans la vieille capitale? Sinon, vous devriez loger chez nous. Avec le tournoi d'arts martiaux en cours, je doute qu'il reste beaucoup de chambres libres. J'apprécie l'offre, mais tout va bien. Nous logerons dans la demeure du vénérable comte Wargosh. Le comte Wargosh était le vice-roi de Gourourian City. Après avoir vaincu le démon des enfers mineurs qui attaquait son territoire, le comte nous a proposé de loger dans la demeure de ses parents, ici, dans l'ancienne capitale. Nous avons salué la famille Tolma lorsqu'elle est montée dans son véhicule, puis avons pris notre propre calèche et nos chevaux jusqu'à la demeure du comte Wargosh. Grâce à la charrette du guide, nous ne nous perdrions pas. C'est une promenade plutôt confortable. Oui, c'est incroyable de pouvoir parler aussi facilement dans une calèche en mouvement. Mademoiselle Karina et sa servante Pina s'émerveillèrent à haute voix. Bien sûr, notre maître l'a enrichi d'amour. Amour. Arisa et Mia parlèrent fièrement, me laissant seule. J'étais presque sûre que c'était grâce à la technologie, et non à l'amour, que je l'avais enrichi, mais je décidai de garder ça pour moi. À l'exception de notre conductrice Lulu, les autres filles étaient assises devant et derrière la calèche. Tama et Pochi chevauchaient le rhinosaure, leurs oreilles et leur queue cachées par des capes à capuche, tandis que Lisa et Nana étaient à cheval, en armure. Erina, une autre servante de Mademoiselle Karina, montait à cheval à côté de la calèche. Après avoir quitté la caverne des rêves, la température avait atteint une douceur printanière. Nos capes à capuche devaient être bien chaudes. Dès que nous avons franchi une large série de portes près du port, nous étions au cœur du quartier aristocratique de la ville. Nous fûmes arrêtés juste devant les portes, mais le guide qui nous attendait s'occupa de tout. Il ne me restait donc plus qu'à montrer la vaisselle en argent, gage de ma noblesse. Les rues du quartier aristocratique étaient pavées de pierre et les bâtiments ressemblaient à du béton. D'après ce que j'ai appris lors du banquet au château de Munot,
Ce quartier était construit grâce à une forme particulière de magie de la terre, appelée magie architecturale. Un noble du nom de comte Owen, qui vivait là, dans l'ancienne capitale, était apparemment passé maître dans cet art. La plupart des servantes qui allaient et venaient dans les rues portaient les mêmes tenues que celles que j'avais vues au château de Munro, des robes simples. Il faudra que je popularise aussi les tenues de servantes dans l'ancienne capitale. Tandis que je songeais à ces ambitions, la charrette arriva dans un quartier calme où résidaient les aristocrates les plus fortunés. Sur la carte, je vis que d'autres nobles de haut rang, comme des marquis et des comtes, vivaient près du château du duc. Chacune des demeures était aussi grande et spacieuse que le Tokyo Dome. On pourrait même dire qu'il s'agissait de palais. Arisa se lassa vite de contempler les maisons et lança une question à mademoiselle Karina. Vous logez aussi chez le comte Worgosh, dame Karina? Oui, en effet. J'avais prévu de loger à la pension d'Orion, mais comme il semble que plusieurs autres jeunes hommes y séjournent. Exactement. Ce serait sans doute trop pour quelqu'un d'aussi mal à l'aise avec les hommes que mademoiselle Karina de séjourner là-bas. J'avais prévu de l'accompagner pour rencontrer Orion en personne, mais à ce qu'il paraît, cela pourrait attendre. Orion était le fils aîné du baron Munro, de 5 ans, le cadet de Karina à 14 ans. Il étudiait à l'étranger dans l'ancienne capitale. Selon la vicomte Nina de la baronnie de Munro, il avait choisi cette ville plutôt que la prestigieuse académie de la capitale royale, car les nobles de la ville s'opposaient à sa visite, la baronnie étant réputée pour être un territoire maudit. Finalement, les carrosses ralentirent non loin du château du duc. Arrivés au domaine du comte Worgosh, aux allures de manoir imposants, les parents du vice-roi, l'ancien duc et son épouse, nous accueillirent. Après quelques civilités, ils nous dirigèrent vers la résidence privée du comte. Là, nous nous séparâmes du guide, qui se rendit au château du duc pour lui remettre un rapport et une lettre demandant ma présentation. La maison du vice-roi était une vaste demeure de 3 étages, dotée d'écuries et d'un logement séparé pour les domestiques. Elle était encore plus impressionnante que la maison d'hôte où les jeunes filles Hombette et moi avions séjourné au château de Seriou. Lorsque nous avons arrêté notre calèche devant l'entrée, une vingtaine de domestiques nous attendaient, menés par un homme d'un certain âge, mince et aux cheveux gris. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Sébaf, le responsable de cette maison. L'homme s'inclina poliment, tout comme le personnel derrière lui. Oh là là, murmura Arisa derrière moi, et j'acquiesçai discrètement. Si seulement il s'appelait Sébastien, ce serait parfait. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire. Merci de nous accueillir, monsieur Sébaf. S'il vous plaît, appelez-moi simplement Sébaf. J'ai salué l'homme à l'air doux d'un signe de tête, puis je lui ai présenté mademoiselle Karina. Après que Sébaf nous ait guidés vers un salon et que nous nous soyons reposés un moment, je lui ai demandé de visiter. Ce sera votre chambre, monsieur Satou. Cette suite comprenait plusieurs pièces plus petites, dont une chambre, un bureau et un dressing. Il y avait un lit extra large au centre de la chambre, assez grand pour accueillir tout notre groupe. Il y avait aussi des chambres privées pour tous les autres, mais comme plusieurs de mes enfants n'aimaient pas dormir seuls, je me doutais que les autres chambres, à l'exception de la mienne et du salon, ne seraient pas très utilisées. Cependant, le groupe de mademoiselle Karina logeait à un autre étage, donc je n'ai pas vu d'incident du genre, s'être trompé de lit, au programme. Après la visite, j'ai laissé les enfants explorer librement le manoir. C'est Tamaha et Pochi, monsieur. Quel beau miroir. Son reflet est bien différent de celui d'un miroir en cuivre. J'ai entendu des voix provenant du vestiaire attenant au salon. Derrière la porte ouverte, j'ai trouvé les filles bêtes debout devant le miroir en verre, agitant joyeusement la main vers leur reflet. Alors que je m'affalais sur le lit pour organiser notre visite de la capitale, Arisa et Lulu sont revenus de la visite de la cuisine. Nous sommes de retour. Maître, la cuisine est incroyable. Rougie d'excitation, Lulu m'a tout raconté sur les ustensiles magiques de cuisine. Sébaf nous autorisa à utiliser l'espace, afin que nous puissions préparer nos propres repas, à condition de les prévenir à l'avance. Il ajouta que les repas étaient généralement préparés dans la cuisine du bâtiment principal. Celle-ci servait principalement à préparer des encas et des collations. Il y avait même un four et un réfrigérateur. Devine quoi, il y avait du lait et des fruits dans le réfrigérateur. Tu devrais faire un gâteau. Bonne idée, je vais peut-être essayer de faire un gâteau éponge. Arisa poussa un cri de joie. Tama et Pochi, qui avaient jeté un coup d'œil depuis le vestiaire, accoururent à la mention de nourriture. Kaek, monsieur, tous deux sautèrent de joie avec Arisa. Si cela les rendait si heureux, l'effort de préparer un gâteau en valait largement la peine. Lettre. Nous avons reçu 2 messages du vieil homme, je vous informe. Mia et Nana étaient revenus de leur exploration du domaine. Les lettres en question provenaient de l'ancien comte Worgosh et du duc Ugosh lui-même. Le comte nous invitait à dîner ce soir-là, tandis que le duc acceptait la demande de rendez-vous que le guide avait organisée pour moi. D'après la lettre, il me rencontrerait le lendemain.
Les 2 invitations étant adressées uniquement à mademoiselle Karina et à moi, j'ai dit aux autres filles de se détendre et de profiter du manoir. Le dîner de ce soir-là se composait de nombreux plateaux de petites gourmandises extravagantes pour le plaisir des papilles, dont plusieurs semblaient reproductibles. J'ai décidé de les cuisiner pour les autres pendant notre séjour dans la vieille capitale. Le lendemain, mademoiselle Karina et moi sommes allés au château d'Ougoche pour notre audience avec le duc. Le duc Ougoche était un vieil homme robuste, à la chevelure grise abondante, surtout la barbe. Mon premier réflexe fut de le classer parmi les joyeux lueurs du jour, mais la puissante lueur dans son regard indiquait le contraire. Bienvenue, fille de Léon. Ipaza m'a tout raconté. J'ai entendu dire que tu as combattu vaillamment en première ligne pour la défense de Muno City et que tu as même affronté un démon à Gourourian City. Je salue ta bravoure. Léon était le prénom du baron Muno. Ah oui, je suppose que le duc et le baron Muno sont apparentés. Normalement, c'est là que mademoiselle Karina aurait réagi avec modestie, mais elle a simplement agi nerveusement. Son anxiété sociale devait reprendre le dessus. J'aurais aimé la soutenir, mais à toutes fins utiles, je n'étais qu'un noble de second plan. Il aurait été impoli de parler sans la permission du duc. Au lieu de cela, Raka prit la parole, une lueur bleue sur la poitrine de mademoiselle Karina. J'accepte vos paroles avec gratitude au nom de mon maître. Oh, un outil magique qui comprend le langage humain. C'est exactement comme l'armure invincible dont mes parents parlaient dans les légendes. En effet, la réponse vint d'un consul élancé qui se tenait près du duc. Ses yeux bridés ressemblaient à ceux d'un serpent tandis qu'il nous observait d'un air scrutateur, mais comme il n'avait pas la même présence que le duc, je ne lui prêtai aucune attention. Grand-père, j'entendis des pas familiers, accompagnés du cri, et, effectivement, mademoiselle Ringrande entra dans la pièce. Rin, c'est une affaire officielle. Laissez-nous, c'est peu probable. J'ai entendu dire que mademoiselle Karina et Satou étaient là, alors je suis venu les secourir avant que vous ne les mettiez à rude épreuve. Ignorant les plaintes du duc, mademoiselle Ringrande regarda autour d'elle les chevaliers en armure alignés avec raideur dans la salle d'audience. Franchement, quel genre d'accueil est-ce pour les héros qui ont sauvé la cité de Gourourian? De toute façon, ça ne semble pas intimider la personne que vous vouliez. Ringrande me fixa droit dans les yeux en parlant. Attendez, il essayait de m'intimider? Vu leur allure solennelle et leurs armures impeccablement cirées, j'avais supposé que les chevaliers étaient une sorte de garde d'honneur nous souhaitant la bienvenue. Franchir la ligne de chevaliers en armure était franchement une expérience passionnante. J'avais plus envie de le remercier que de me plaindre. Je ne peux rien vous échapper, Rin. Le duc leva la main pour signaler à l'officier qui se tenait à proximité, et les chevaliers sortirent de la pièce. À part nous, seuls restèrent le conseil, l'officier de niveau 50 à l'air hautain et quelques chevaliers de la garde, dont sœur Ipaza. Ainsi que quelques servantes et autres serviteurs, bien sûr. Maintenant, est-ce suffisant? Grommela le duc à mademoiselle Ringrande. Puis il fit signe au consul, qui prit un plateau rectangulaire des mains d'un serviteur et nous l'apporta. En remerciement à dame Karina Muno et à sœur Satou Pendragon de la baronnie de Muno pour leur héroïsme dans la protection de la cité de Gourourian contre les démons, le duc Ougoche te remet par la présente la médaille de saphir du duché d'Ougoche. Sur le plateau se trouvaient 2 médailles imposantes et 2 sachets de velours remplis de pièces d'or. À en juger par la simple vue des sachets, chacun contenait probablement une centaine de pièces. Mademoiselle Karina, peu habituée à voir autant d'or, avait les yeux pétillants. Alors, voici la médaille de saphir, murmura sœur Ipaza avec admiration, ce que je percevais grâce à mon don d'ouïe aigu. Vu sa réaction, cette médaille devait être un objet rare et précieux. Veuillez accepter ces présents. Ils sont amplement mérités pour vos exploits. Le duc avait visiblement pris l'extase de mademoiselle Karina à la vue des pièces d'or pour une réticence à les accepter. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais des démons infernaux mineurs, comme celui de Gourourian City, attaquent toutes les villes du duché. Je n'avais vu aucun signe d'attaque démoniaque à Surute City, où nous avons séjourné en chemin, mais c'était peut-être parce qu'il faisait nuit et que notre séjour était court. À la demande du duc, le consul donna des précisions. Gourourian et Sutohandel sont les 2 seules villes où les dégâts ont été minimes. Les autres pourraient mettre des années à se rétablir complètement. Le démon infernal majeur que j'ai combattu sous Serious City était une chose, mais il devrait y avoir suffisamment de gens de haut niveau pour vaincre un démon infernal mineur dans presque n'importe quelle ville. Bon, je suppose que les dégâts auraient pu être faits avant que quelqu'un d'assez fort pour cela n'arrive. Je comprenais maintenant pourquoi le vice-roi de Gourourian City avait traité un noble de rang inférieur comme moi avec tant de générosité. Mais cela signifiait-il que les cornes courtes avaient fait leur apparition dans d'autres villes? J'ai consulté la carte et j'en ai découvert 3 dans un coffre-fort caché dans le bureau du duc. La corne courte était un objet capable de transformer les humains en démons.
Je n'en avais pas parlé au vice-roi de Gururian City de peur de déclencher une chasse aux sorcières paniquées, mais cela ne changeait peut-être pas grand-chose. Le nombre de cornes courtes utilisées que je possédais ne correspondait pas au nombre de démons que j'avais vaincus. J'en ai conclu que ce n'était pas un objet qu'il laissait tomber à chaque fois. Quant à la corne courte usagée que j'avais récupérée à Gururian City, la donner au duc à ce moment-là aurait pu être une arnaque, alors j'ai décidé de feindre l'ignorance pour l'instant. Tandis que je suivais ce fil de pensée plutôt négatif, la réunion avec le duc s'est poursuivie. Une fois les médailles et les récompenses acceptées, le point suivant à l'ordre du jour était la lettre du baron Munno. Elle est signée de Léon, mais je ne doute pas que ce soit Nina qui l'ait écrite. Elle a toujours su faire passer une demande délicate pour une faveur facile. J'ai été un peu surpris d'entendre le duc Ugos appeler la vicomte Nina par son prénom. Puis je me suis souvenu que c'était lui qui l'avait recommandée comme consul de la baronnie de Munno. Mais qu'avait-elle bien pu demander? Non seulement elle demande un prêt et des fournitures supplémentaires, mais elle veut que nous lui prêtions des fonctionnaires, des officiers et même des ingénieurs. Impossible, ça fait une sacrée liste de souhaits. Connaissant le vicomte Nina, il n'avait probablement besoin que des fournitures, tandis que la main-d'œuvre serait un plus, ajouté pour rendre le reste plus raisonnable. À en juger par l'expression du duc, il le comprenait aussi. Puis son visage devint soudain malicieux. Que pensez-vous de ceci, sire Pendragon? Si vous devenez mon vassal, j'accéderai à toutes ces demandes. Je peux même vous faire baron honoraire si vous le souhaitez. M'échanger contre toutes ces ressources? J'imagine que n'importe quel homme d'État ordinaire accepterait immédiatement. Alors que je réfléchissais à la réponse à sa plaisanterie, quelqu'un d'autre a réagi de manière excessive. Vous ne devez pas. Satou est un vassal de mon père. Même vous ne pouvez pas me l'enlever, votre grâce. Dame Karina bondit devant moi, écartant les bras dans une tentative puérile de me cacher du duc. Sa poitrine d'une ampleur envoûtante suffisait à me conquérir en temps normal, son instinct protecteur si féroce m'a presque fait tomber à la renverse. Surtout vu ses courbes magnifiques sous cet angle. Pas de chance, hein? Peu importe, le duc sourit d'un air amusé à la réponse furieuse de Karina. Apparemment, elle avait réussi à le charmer et à le mettre de bonne humeur. Très bien, fille de Léon, ne vous inquiétez pas. Je ne vous volerai pas cette personne qui vous est si chère. À ces mots, mademoiselle Karina devint rouge vif et faillit s'évanouir, et je la rattrapai rapidement. Votre grâce, dame Karina a le cœur pur, alors je vous prie de ne pas trop la taquiner. Je suppose, c'est la fille de Léon, après tout. Tandis que le duc ricanait, mademoiselle Ringrande lui murmura à l'oreille. Lorsqu'elle eut terminé, le duc appela sœur Ipaza et ils échangèrent quelques mots à voix basse. Ils devaient utiliser une sorte de dispositif magique de contre-espionnage, car ma compétence, oui fine, ne parvenait pas à capter leur conversation. Un plat miraculeux, dites-vous. Cependant, ma capacité à lire sur les lèvres m'a permis de saisir les paroles du duc, car je pouvais voir sa bouche. Sœur Pendragon, Ipaza m'a dit que vous aviez préparé un plat remarquable appelé soupe consommée, et Rin a vanté vos tempura. J'organise un banquet ce soir pour la plus haute noblesse de la ville, et j'aimerais que vous cuisiniez ces plats pour mes invités et moi. S'ils sont satisfaisants, j'apporterai à Nina l'aide qu'elle a demandée. La tempura était une chose, mais la soupe pseudo-consommée qu'Ipaza qualifiait de « plat miraculeux » pourrait poser problème. Je m'en voudrais de refuser une demande de votre grâce, mais je dois avouer que la préparation d'une soupe consommée est un processus long. Il serait donc impossible de la préparer à temps pour le dîner de ce soir. oceanofpdf.com, très bien. Alors, on se contentera de la tempura pour ce soir. J'organiserai une soirée pour la noblesse dans 3 jours. Vous pourrez préparer le consommé pour l'occasion. Avec plaisir. Un véritable aristocrate pourrait être contrarié d'être traité comme un chef, mais en tant que citoyen ordinaire, élevé à la noblesse par hasard, j'étais plutôt fier d'apprendre que quelqu'un voudrait manger ma cuisine pour une telle raison. Une jeune servante me conduisit à la cuisine du château du duc. Plusieurs servantes s'occupaient de mademoiselle Karina pendant son inconscience. Je leur demandais de la renvoyer chez le comte Worgosh, dans le carrosse qui nous avait amenés ici, dès qu'elle irait mieux. Espérons qu'elle ne se précipiterait pas dans la cuisine. Tandis que nous traversions un long couloir, j'utilisais ma recherche sur toute la carte, pour voir les ingrédients présents dans le château. Il leur manquait quelques ingrédients, alors j'étendis la zone de recherche à toute la vieille capitale et cherchais les boutiques qui vendaient ce dont j'avais besoin. Comme toujours, la compétence carte était super pratique. La pièce était 3 fois plus grande qu'une salle de classe et grouillée d'activités, telle la cuisine d'un hôtel de luxe. Je vais chercher le chef cuisinier. Veuillez patienter ici, sire chevalier. La servante qui m'accompagnait se glissa parmi les cuisiniers affairés, se dirigeant vers le chef de cuisine à la barbe rousse. Le duc nous ordonne de laisser un noble gaillard s'occuper du plat principal? Chef cuisinier, s'il vous plaît. Pas si fort,
Vous voulez être arrêté pour avoir critiqué le duc? On aurait dit que le chef cuisinier et son assistant se disputaient à mon sujet. Allais-je devoir préparer un plat pour prouver ma valeur, comme dans un manga culinaire? Ça pourrait être amusant. HMPH, c'est un banquet important. Je ne vais pas laisser un noble tout gâcher pour rien. Beugla le chef cuisinier. Ça va aller. La servante qui m'accompagnait intervint avec un geste exagéré. Sir Ipaza, de la famille Lloyd, s'est personnellement porté garant du goût. Cela le fit s'arrêter. Quoi? La famille Lloyd. Il s'avéra que Sir Ipaza était issu d'une lignée de gourmets réputés. Cela sembla suffire à satisfaire le chef. D'accord. Ouvrez l'arrière-cuisine. On ne l'aide pas, mais il peut utiliser les ingrédients qu'il veut. Mais, chef, ne serait-il pas préférable d'avoir quelques sous? Imbécile. Si le plat principal de ce noble échoue et que nous n'avons pas de plat de rechange, le duc sera couvert de honte. Nous préparerons notre plat principal comme prévu. Ce noble peut sûrement faire appel à ses propres vassaux. Le chef cuisinier et son adjoint mirent fin à leur conversation, et ce dernier s'approcha de moi avec la servante pour résumer en s'excusant ce que je venais d'entendre grâce à mon « oui fine ». Le chef cuisinier, visiblement peu porté sur les commandes, avait dû déléguer la négociation avec le noble à son assistant. Je comprends. Tant que j'ai des ingrédients et des ustensiles de cuisine à ma disposition, je peux fournir mes propres assistants. À ces mots, le sous-chef de cuisine sembla se décharger d'un poids énorme. J'imagine que la gestion intermédiaire est rude. Pourrais-je vous demander de remettre cette lettre pour moi? Certainement, monsieur. Avant de partir chercher les ingrédients, je demandai à la servante de contacter Arisa et les autres au manoir du comte Worgosh. Elle fit signe, et une servante, debout dans le couloir, prit rapidement la lettre et s'en alla précipitamment avec. Merci de votre patience. Permettez-moi de vous conduire au magasin d'ingrédients. En chemin, la servante m'expliqua que son rôle était d'aider une dame de la petite noblesse, et qu'elle avait donc un rang supérieur à celui des servantes ordinaires. D'après elle, c'était un poste populaire dans le duché, grâce aux avantages qu'il offrait, enseigner les bonnes manières à la cour et aider à la recherche de futurs époux. Et là, je supposais que c'était juste un synonyme de servante. J'ai montré l'autorisation que m'avait donnée le sous-chef au gardien devant le magasin d'ingrédients, et il s'est écarté pour nous laisser entrer. Waouh, c'est impressionnant. Je n'étais pas seulement poli, j'étais sincèrement impressionné. Même sur Terre, je n'avais jamais vu autant d'ingrédients et d'épices réunis au même endroit. Il y avait des dizaines de variétés de sauce soja, toutes avec des saveurs et des origines différentes. La servante m'a apporté un petit plat pour dégustation, et je les ai goûtés une par une, notant les différences grâce au bloc-notes de mon menu. Contrairement au royaume de Shiga, où je n'avais vu que du suif ordinaire, il y avait ici plusieurs variétés d'huile végétale. Nous avons parcouru les entrepôts à température ambiante, réfrigérés, puis congelés, ramassant les ingrédients un par un. Ils proposaient même des haricots verts, des patates douces et des racines de lotus, que je n'avais jamais vues auparavant. On en trouvait aussi sur le marché de la vieille capitale, il fallait donc que j'en fasse provision pendant notre séjour. Attendez, c'est du tofu? Si je faisais des steaks hachés au tofu, même Mia devrait pouvoir en manger. J'avais l'esprit débordant de possibilités tandis que je finissais de rassembler les ingrédients et les épices nécessaires. Alors que je commençais à les rapporter vers la cuisine, la servante appela rapidement quelqu'un pour les prendre pour moi. Tu dois laisser l'aide s'occuper de ce genre de travail manuel, me gronda-t-elle d'un ton léger. Je suis désolée, je suis encore novice en matière de noblesse. Comme je ne connaissais pas certains de ces ingrédients, j'ai décidé de goûter les différentes huiles en préparant la cuisine. La cuisine regorgeait d'ustensiles de cuisine magiques incroyablement utiles. Quand j'ai réalisé que la cuisinière était un peu bancale, j'ai fait un peu de plomberie magique pour dégager les canalisations, comme je le faisais toujours. S'il me laissait utiliser tout cet équipement pratique, c'était la moindre des choses. Cette tempura de racines de lotus est délicieusement délicieuse. La patate douce est très bonne aussi. Je crois que j'ai préféré la citrouille, par contre. Le poisson blanc ne ferait-il pas aussi de délicieuses tempura? Lorsque j'ai demandé à la servante de faire une dégustation, j'ai vite remarqué une ribambelle de servantes et de pages qui m'observaient avec envie. Je leur ai fait savoir qu'ils pouvaient aussi m'aider, à condition de ne pas me gêner dans mon travail. Beaucoup d'entre eux se sont révélés avoir des palais étonnamment fins, donc ce fut une bonne idée. La tempura d'aubergine, par exemple, a été étonnamment mal accueillie, alors qu'ils ont adoré la tempura de carottes finement tranchées, pour une raison inconnue. Mais la tempura d'aubergine est tellement bonne. Maître, on a apporté la marchandise. Satou, désolé d'avoir mis si longtemps, maître. Au son des voix enjouées, je me suis retournée et j'ai vu Arisa, Mia et Lulu entrer dans la cuisine. Pochi et Tama ont ramassé le shiso vert. Du gingembre mariné. Je n'ai pas trouvé le congre brochet que tu avais demandé, alors Arisa nous a conseillé d'acheter de l'anguille de jardin, de l'anguille à croc et de l'anguille douce. Merci, c'est d'une grande aide.
Après les avoir remerciés, j'ai trié les ingrédients qu'ils avaient apportés. Le gingembre mariné était rose clair, pas le rouge auquel je m'attendais. Il ne faut pas le colorer avec du shiso rouge ici. J'ai décidé d'en faire du tempura plutôt que de l'utiliser comme garniture. Je n'avais vu du tempura de gingembre mariné que dans les restaurants de tempura du Kansai, mais j'ai trouvé ça étonnamment addictif. Peut-être que ça ferait un carton dans ce monde. Lulu, tu peux m'aider pour la préparation? Bien sûr, Arisa et Mia, vous deux, chargez les outils magiques. Ok Doc, tout le monde s'est mis en action. Cette fois, nous avons choisi 9 types de tempura, champignons shiitake, potiron, carottes, haricots verts, crevettes, shiso vert, gingembre mariné, racines de lotus et anguilles à crocs, dont le goût se rapprochait le plus du congre. J'aurais aimé ajouter des aubergines et des patates douces, mais comme elles n'ont pas été très appréciées lors des dégustations, j'ai décidé de m'abstenir. Pour la base de la sauce spéciale pour tempura, j'ai utilisé du mirin de goururian et une sauce soja légère d'un artisan réputé de la capitale royale. J'y ai ajouté une pincée de sucre blanc Suto Handle de haute qualité et quelques gouttes de saké pur Shigan de l'ancienne capitale. L'ajout de dashi semblait également gâcher la saveur de la sauce, j'en ai donc utilisé une petite quantité. Le résultat était léger mais agréable. Ensuite, j'ai fait frire la tempura dans un mélange spécial de différentes huiles végétales, avec de l'huile de sésame du comté de Zetz comme base. Une fois les tempuras appétissantes cuites, je les ai disposées sur un plateau pour égoutter l'excédent d'huile. Puis ce fut au tour du docteur Mia. Mia, à toi. Boucle vapeur, tempura Juki Yunkan, tempura. Lorsque Mia a récité le sort, l'excédent d'huile a été retiré de la pâte à tempura. J'avais conçu ce sort de cuisson pendant mon temps libre, sur le navire, spécialement pour cela, rendant les tempuras à la fois plus saines et plus croustillantes. Retirer trop d'huile entraînait une perte de saveur, il m'a donc fallu beaucoup de temps pour trouver l'équilibre parfait pour un croustillant maximal. Merci, Mia, ce sera 200% plus délicieux maintenant. Une récompense? Mia a tendu la tête, impatiente, et j'ai glissé ma main sous sa capuche pour lui tapoter le haut de ses cheveux soyeux, mais cela a rendu Arisa et Lulu jalouses. Je devrais faire de même pour elle plus tard. Ça, sœur Pendragon, je suis venue vous aider. Soudain, mademoiselle Karina a fait irruption dans la cuisine. Grâce à l'inertie, il fallut un instant à ses seins mystiques pour s'immobiliser après que le reste de son corps eut cessé de bouger. Comme toujours, c'était un spectacle à voir. Coupable, GRR, maudit saint surnaturel. J'ai donné un petit coup sur la tête à Mia et Arisa pour les réprimander avant de parler à mademoiselle Karina. Vous êtes sûr que vous allez bien? Mais bien sûr, je suis en parfaite santé. Maintenant, unissons nos forces pour le bien commun. Les yeux de mademoiselle Karina pétillaient et ses poings étaient serrés d'impatience, mais hélas, la cuisine était déjà prête. Je ferai tout ce qu'il faudra. N'importe quoi. À ces mots prometteurs, j'ai été tentée de reporter mon regard vers sa poitrine, mais j'ai réussi à me contrôler. Désolée, mais, dans ce cas, j'ai une tâche importante que vous seule pouvez accomplir, dame Karina. Avant qu'Arisa puisse dire que nous avions terminé, je lui ai plaqué la main sur la bouche. Je ne voulais pas gâcher l'enthousiasme de Karina. La jeune noble attendait ma mission avec une certaine nervosité. J'aimerais que vous goûtiez cette tempura et que vous me disiez si la texture ou le goût vous déçoit, s'il vous plaît. Compris, je serais ravie de vous aider. Soulagée, mademoiselle Karina expira le souffle qu'elle retenait et porta la crevette à sa bouche avec une expression intense. Ses lèvres luisantes s'entr'ouvrirent et ses dents d'un blanc immaculé mordirent timidement dans la tempura de crevettes. À chaque mouvement de sa mâchoire, son visage sérieux s'adoucit en un sourire béat. Comment est-elle? C'est réussi haut la main, Satou. Sans aucun doute, la tempura de crevettes la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie. Mademoiselle Karina rayonnait en répondant. Elle ne semblait même pas se rendre compte qu'elle m'avait appelé par mon nom pour une fois. Sa réaction annonçait le succès, et les serveurs et serveuses se rassemblèrent autour d'elle. Visiblement, mon tour approchait. Je disposais les tempuras dans des assiettes aux couleurs magnifiques et les confiais aux serveurs. En temps normal, j'aurais aimé râper du décompte par-dessus, mais je m'en abstins, convaincu par une idée reçue dans l'ancienne capitale que le décompte portait malheur. À partir de là, il ne me restait plus qu'à confier mon sort aux cieux et au goût des nobles, et à commencer à nettoyer. Au bout d'un moment, mon dondé, oui fine, me fit entendre les cris de joie des nobles de la haute société, ce qui semblait indiquer que j'avais réussi. Surtout, j'étais simplement heureuse qu'ils aient apprécié ma cuisine. Les serveurs retournèrent en cuisine avec un sourire radieux. Sœur Chevalier, vous avez fait un tabac. Tous mes compliments. Ils étaient aussi heureux pour moi que si j'étais l'un d'eux, ce qui m'a encore remonté le moral. J'ai remercié les serveurs de m'avoir prévenu et me suis excusée auprès du chef pour le désordre en cuisine. Bien sûr, je devais aussi remercier mes enfants pour leur travail acharné.
Bravo à tous. Ouf, je reste en vie. J'ai faim. On a bien bossé. Je pensais avoir préparé plein de tempura supplémentaires pour qu'ils puissent les goûter, mais visiblement, ce n'était pas suffisant. En scrutant la cuisine, j'ai vu des tas entiers de restes de légumes. Puis-je utiliser certains de ces légumes? Certainement. Après avoir demandé conseil à l'un des chefs, qui venait de préparer du riz, j'ai rassemblé quelques légumes. Qu'allez-vous faire? A demandé Arisa, curieuse. Oh, rien de bien grave. Ce n'était vraiment rien de spécial, alors j'ai essayé de ne pas trop la surprendre. J'ai coupé des oignons et des carottes en dés, je les ai légèrement poêlés, mélangés à des légumes verts coupés, roulés dans la pâte à tempura et arrosés d'huile. Oh, des beignets de légumes. C'est vrai. Arisa, pourrais-tu prendre ces bols et aller nous chercher du riz? Ok Doc. Mia, tu peux m'aider à les porter? Arisa a suivi l'odeur du riz frais jusqu'à la jeune chef, qui a accepté d'en partager un peu avec nous. J'ai coupé chaque beignet en quartiers et les ai déposés sur le riz brûlant, puis j'ai recouvert le tout de sauce tempura, que j'avais bouillie pour la rendre un peu plus épaisse. Le caquiage-don était prêt. Délicieux. Miam, c'est tellement croustillant et piquant. C'est merveilleux. Délicieux, je crois que je l'apprécierais encore plus qu'une tempura ordinaire. Les 4 filles ont plongé dans leur bol avec enthousiasme. Mes 3 utilisaient des baguettes, mais mademoiselle Karina utilisait une fourchette et une cuillère. Oceanofpdf.com. Après les avoir observés avec tendresse un instant, je préparais un bol supplémentaire. Voilà, je le tendis à la servante. Pour moi, êtes-vous sûr? Absolument. Vous m'avez été d'une grande aide aujourd'hui, alors permettez-moi de vous remercier. Au début, j'avais pensé qu'un tel repas serait peut-être trop inélégant pour quelqu'un qui travaillait en étroite collaboration avec la noblesse, mais je voyais bien qu'elle voulait y goûter et décida de l'offrir. Ensuite, je préparai 2 autres bols pour le chef cuisinier et son assistant. J'aurais besoin de réutiliser cette cuisine pour la soirée dans 3 jours. Un petit encas tardif pourrait me faire un peu de bien. Merci de m'avoir laissé utiliser votre cuisine aujourd'hui. Bah, je n'aurais jamais dû douter de vous. Je suis vraiment désolé si nous avons semblé méfiants envers vos compétences, sire chevalier. Sa grâce le duc vous a également fait parvenir ses compliments. Le sous-chef cuisinier interrompit aussitôt le chef cuisinier avant qu'il ne soit trop impoli. Au même moment, il m'offrit un plateau sur lequel était posée une lettre vantant la tempura et m'invitant à me joindre aux convives pour une petite réunion dans le salon après le repas. Au fait, qu'est-ce que vous avez là? Oh, c'est un plat simple, des beignets de légumes. Il n'est pas préparé avec des ingrédients d'aussi haute qualité que ceux que nous préparons pour la noblesse, mais vous êtes le bienvenu si vous le souhaitez. Tiens, ça a l'air vraiment délicieux. Merci, mon pote. Les 2 chefs acceptèrent les bols que je leur offrais et mangèrent avec un plaisir apparent. L'envie des autres chefs autour de nous était palpable. Je me sentais mal, mais il ne me restait plus assez de pâtes pour tout le monde. Sœur Pendragon, votre tempura est une œuvre d'art. Cette panure croustillante sur les crevettes croquantes était exquise. Non, Marquis Lloyd. La tempura au gingembre mariné était suprême. Rien ne pouvait rivaliser. Je ne suis pas d'accord, comte Owen. La crevette est la tempura par excellence. Son goût vif et sa texture étaient si différents de ceux des crevettes bouillies ou rôties. Les célèbres gourmets, le marquis Lloyd et le comte Owen, me vantaient les vertus de la tempura avec une telle ferveur qu'ils étaient à bout de souffle. Ils m'avaient surpris à la seconde où j'étais entré dans le salon, avant même que j'aie pu saluer le duc. Mademoiselle Karina, qui n'était jamais à l'aise en société, s'était excusée en prétextant un malaise et était retournée au manoir du comte avec les autres. Marquis Lloyd, comte Owen, je suis tout à fait d'accord pour dire que la tempura est délicieuse, mais veuillez laisser un peu de répit à sœur Pendragon. Il devrait au moins être autorisé à saluer le duc en premier. Comme vous le souhaitez, sœur Wargosh. Vous avez raison, sœur Pendragon, parlons de la tempura plus tard. L'ancien comte Wargosh était le doyen des présents. Grâce à son intervention, je pus aller saluer le duc. Je sentis le regard de la haute société me suivre à mon approche. Les nobles présents étaient les piliers du duché d'Ougosh, tous vicomtes ou plus, pour la plupart chefs ou anciens chefs de grande famille. La répartition exacte était la suivante, un marquis, 3 comtes et 8 vicomtes. Le père de mademoiselle Ringrande, le duc suivant, et son frère cadet, le suivant dans l'ordre de succession après son père, étaient aux marquisats d'Eluette. D'après mademoiselle Ringrande elle-même, il retournerait dans la vieille capitale dans les prochains jours. Même Tolma était présent, me saluant d'un signe amical et d'un compliment désinvolte pour ma cuisine. Son frère aîné, le vicomte Siemon, ne semblait pas être là. Tolma était probablement là à la place de son frère. Quoi qu'il en soit, en tant que transplanté d'un autre monde, j'avais encore du mal à m'adapter à tous ces rangs, outre celui de « roi ». Un aspect important du rang des nobles ici était le niveau d'autorisation correspondant pour utiliser les cœurs de cité. Ainsi, tous les personnages présents, hormis le duc Ougosh,
le seigneur, étaient probablement des vassaux bénéficiant d'un certain pouvoir. Et pourtant, seul un roi pouvait accorder un titre supérieur à celui de baronnet. Quelle confusion! J'aurais aimé que ma maîtrise du langage Shigan ait traduit seigneur par roi subalterne et roi par super-roi, ou quelque chose du genre. Me débarrassant de ces idées perdues, je m'agenouillai devant le duc Ugôche pour le remercier de son invitation. Sœur Pendragon, votre cuisine était vraiment délicieuse, et, n'est-ce pas? D'un regard noir, le duc fit taire mademoiselle Ringrande, assise à côté de lui. Je suis sûr que le repas du soir sera tout aussi agréable. Je vais lancer un appel public à des hommes compétents pour la baronnie de Munot. Si personne ne se présente, alors seulement j'enverrai des ordres. En êtes-vous certain? Je n'ai pas encore rempli ma part du marché. J'insiste. Considère ça comme une compensation pour le dîner de ce soir. Si vous parvenez à impressionner autant les nobles lors de la soirée, je vous autoriserai à solliciter des dons et des investissements pour la baronnie. Waouh, la situation prenait une tournure plus importante que prévu. J'avais du mal à croire qu'une simple tempura suffise à justifier tout cela, mais c'était peut-être dû à mes compétences culinaires au maximum. Grand-père, ce sont des récompenses pour le baron Munot, n'est-ce pas? Ne devriez-vous pas récompenser Satou lui-même, non? C'est vrai. Que désirez-vous? Grâce à mademoiselle Ringrande, le duc prévoyait de me récompenser encore davantage, mais je commençais à penser que c'était un peu excessif pour une tempura. Puisque vous avez déjà généreusement accepté d'aider la baronnie, je ne pouvais accepter aucune autre récompense. Ah bon? La retenue n'est pas une vertu, vous savez. Vous devriez l'accepter fièrement après l'excellent dîner que vous nous avez offert. Mademoiselle Ringrande me parlait comme une enseignante grondant un élève rebelle, mais, voyant mon malaise, elle sourit et fit une plaisanterie pour me rassurer. Que dirais-tu de ça? Veux-tu devenir le chef exclusif du héros Hayato? Ouais, non merci. J'adore manger de bons petits plats, mais honnêtement, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui me les cuisine. Je devrais peut-être formuler une demande avant qu'il ne me fasse d'autres suggestions bizarres. Allez, demande ce que tu veux. Veux-tu Rin comme épouse, par exemple? Grand-père, tu sais que je suis une disciple du héros, alors je n'ai pas l'intention de me marier tant que le seigneur démon n'aura pas été éliminé. Hein? Ils ne savent pas que le seigneur démon a déjà quitté la prêtresse principale du temple Tenion? Je devrais peut-être me faufiler au temple plus tard et lui demander ce qui se passe. Je n'ai pas de désir qui serait si au-dessus de ma position. Cependant, si c'est possible, obtenir la permission d'acheter des parchemins et des grimoires dans le duché serait une joie des plus inattendues. Vous êtes vraiment dépourvu de cupidité, au point de demander non pas les objets eux-mêmes, mais simplement la permission de les acheter. Très bien, je vous l'accorde. Le généreux duc appela un homme en uniforme de majordome pour rédiger un permis. Tolma avait déjà accepté de me présenter au vicomte Siemon, mais avec la permission du duc, je devrais pouvoir obtenir encore plus de parchemins. Si jamais vous décidez de cesser d'être le vassal de Léon, vous devriez plutôt venir ici. Je vous engagerai comme chef dès que possible, commenta le duc. Attendez une minute, votre grâce. Sœur Pendragon devrait plutôt être le chef cuisinier de la famille Lloyd. Il serait gaspillé comme simple sous-chef. Le marquis Lloyd protesta. Il est tout à fait inconvenant de tenter de séduire un vassal du baron Munot, marquis Lloyd, dit le comte Owen. J'appréciais ses efforts pour les dissuader de m'embaucher comme chef, mais malheureusement, il ne s'arrêta pas là. Au fait, sœur Pendragon, seriez-vous mariée par hasard? Non, je me sens trop jeune pour cela et je n'ai aucune envie de me ranger de sitôt. Alors, vous devriez prendre une de mes filles ou petites filles qui a à peu près votre âge. Vous pourriez devenir membre de ma famille, si. Comte Owen, essayez-vous de faire de notre chevalier votre gendre? Il s'avéra qu'il y avait énormément de nobles cupides dans ce duché. J'ai d'abord cru qu'il plaisantait, mais il s'avéra que le comte Owen avait plus de 40 enfants et petits-enfants au total, dont au moins 7 étaient des jeunes femmes célibataires, alors peut-être pas. Le marquis Lloyd et le comte Owen semblaient être de bons amis, ils se disputèrent longuement mon compte. Finalement, mademoiselle Ringrande me sauva. J'ai alors pu parler à d'autres personnes. Comme certains d'entre eux possédaient des ateliers et des studios dans la vieille capitale, ou des livres de sorts rares susceptibles de m'intéresser, j'étais tout à fait disposé à me lier d'amitié avec eux. En particulier, il semblait que de nombreux livres de sorts avancés étaient cachés dans les collections des nobles, et leur autorisation de les acheter ne me servirait à rien. J'ai effectué une recherche cartographique dans la vieille capitale, mais je n'ai trouvé aucun manuel de magie avancé dans les boutiques. Seigneur Satou, il semble que mon frère soit actuellement à Labyrinth City pour des affaires liées à son atelier de parchemin. On m'a dit qu'il reviendrait bientôt par la capitale royale. Pourriez-vous attendre jusque-là pour les parchemins? Je ne pense pas que cela devrait durer plus d'un trimoun, ou plus tard. Certainement, nous prévoyons de rester quelque temps dans la vieille capitale, donc ce n'est pas un problème. Ouf,
je suis ravi de vous entendre dire ça. Mon sourire sembla apaiser l'humeur contrie de Tolma. Un trimoun ne durait que 10 jours, ce ne serait pas un problème. J'avais l'intention de voir si je pouvais faire fabriquer des parchemins de mes sorts originaux. Si cela s'avérait long, je pourrais toujours revenir seul avec Skyrunning pour les récupérer. Désolé d'arriver si tard, grande prêtresse. Mais si ce n'est pas Monsieur Nanashi, vous avez tendance à débarquer à l'improviste, n'est-ce pas? De retour du château du duc, j'ai revêtu mon déguisement de Nanashi le héros et me suis rendu dans la chambre de la grande prêtresse au temple Teunion, dans le quartier des nobles. C'était après avoir vérifié sur la carte qu'elle ne s'était pas encore endormie, bien sûr. Elle n'avait aucun statut anormal, mais grâce à l'atmosphère mystérieuse de sa chambre, elle avait un côté surnaturel qui vous faisait vous demander si elle ne disparaîtrait pas si vous détourniez le regard une seconde. J'avais une petite question à vous poser. Oh là là, je me demande ce que ça pourrait être. Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous dire moi-même, il se trouve. Ça vous dérange? D'accord. Qu'est-ce que c'est? J'essayais de faire en sorte que Nanashi se distingue le plus possible de Satou, mais je me sentais mal de parler aussi grossièrement à une femme plus âgée que la grande prêtresse. Si je n'y prenais pas garde, je pourrais facilement adopter une attitude plus polie. La grande prêtresse se leva lentement d'un siège qui ressemblait à un rocking chair. J'ai reçu un message oraculaire de la déesse Teunion concernant la défaite du seigneur démon. Nanashi l'héroïne, permettez-moi de vous adresser les remerciements du temple à sa place, dit-elle solennellement. Puis elle esquissa un léger sourire. Merci d'avoir protégé ma chère vieille capitale, monsieur Nanashi. Avec un peu moins de gravité, elle ajouta, ne vous inquiétez pas. La prêtresse Sarah n'est pas encore capable de quitter son lit, mais les 2 autres prêtresses oraculaires ont repris leur vie normale. D'après la carte, j'ai vu que l'état de Sarah indiquait désormais affaiblissement, léger. Il n'était affaiblissement que ce matin-là, elle devait donc se rétablir progressivement. Je décidai d'aller lui rendre visite en tant que Satou une fois cette condition de statut entièrement levée. Je suis ravi de l'apprendre. Mais cela vous dérangerait-il si je vous demandais quelque chose? Oh, certainement. Toutes mes excuses pour ce comportement. Demandez ce que vous voulez. C'était peut-être juste mon imagination, mais la grande prêtresse était pâle. Rester debout aussi longtemps pourrait être de mauvais augure pour votre santé. Veuillez vous asseoir. La prêtresse sourit faiblement et retourna à sa place. Je n'ai rien entendu dire dans l'ancienne capitale concernant la défaite du seigneur démon. N'a-t-elle pas été officiellement annoncée? En effet, j'ai bien apporté un rapport à sa grâce le duc, mais il a préféré attendre que les autres temples reçoivent les messages de l'oracle avant de faire une annonce. La grande prêtresse parut troublée. Et les autres temples n'ont pas encore reçu ces messages? Même avec la compétence oracle, la cérémonie elle-même peut prendre plusieurs jours, selon le temple. Alors on ne peut pas poser des questions aux dieux quand on veut, hein? Ici, au temple Teunion, nous avons ce sanctuaire, il est donc plus facile de préparer le rituel ici que dans d'autres temples. Ah bon? Ça a l'air pratique. Elle rit doucement. Après tout, c'est l'œuvre de Notre-Dame Teunion. Ce sanctuaire est la seule raison pour laquelle je peux me déplacer normalement, même si près de la fin de ma vie. Hors de là, j'ai du mal à m'asseoir sans aide. Voilà donc ce que Sarah voulait dire lorsqu'elle avait déclaré, à la baronnie de Munau, que la sainte femme ne pouvait pas quitter le sanctuaire. Eh bien, maintenant, j'avais mes réponses quant à la raison pour laquelle l'information n'avait pas été rendue publique. Il était probablement temps de conclure. Je comprends. Merci. Ah bon? Tu pars si tôt? J'espérais qu'on pourrait discuter un peu plus. Je me suis levée pour partir, mais la grande prêtresse m'en a empêché. Il ne me restait plus qu'à signaler anonymement au duc où se trouvaient les membres des ailes de la liberté, histoire de gagner un peu de temps. Maintenant que le trésor de résurrection avait épuisé son pouvoir magique et ramené Sarah à la vie, je lui ai proposé de le recharger pendant notre conversation. Nous avons passé le temps avec du thé et des pâtisseries que j'avais apportées du stockage, échangeant des conversations oiseuses et discutant de mythes. Finalement, l'écran de rat de la prêtresse indiquait son état, fatigue, légère. Je décidai de prendre congé. On dirait que je suis un peu resté trop longtemps. Je rendis le trésor de résurrection rempli à la prêtresse et rangeai l'épée sacrée que j'utilisais comme batterie dans ma boîte à objets. Merci, monsieur Nanashi. J'espère que nous n'en aurons plus jamais besoin. Moi aussi. Saluant la grande prêtresse d'un signe de tête tandis qu'elle rangeait l'artefact, je quittai le temple Teunion. Dissimulé par l'obscurité de la nuit, j'utilisais course céleste et diverses compétences de furtivité pour me glisser dans la chambre du duc. Ce faisant, je ressentis une légère résistance. En y regardant de plus près, un écran de rat apparut, mur de barrière du château d'Ougouche. Était-ce une barrière créée par le cœur de la cité? Vous avez franchi la barrière du château. Qui êtes-vous? Le duc affichait, endormi, quelques instants plus tôt. Le cœur de la cité avait dû l'alerter. Un héros, répondis-je sèchement tandis qu'il se redressait.
Maintenant que le duc perspicace avait rencontré Satou à plusieurs reprises, je veillais à maintenir le genre de ma voix ambiguë et à ne parler que par phrases courtes. Un héros, dites-vous, et avec des cheveux violets. Êtes-vous Nanashi le héros? J'acquiesçai brièvement pour éviter que la conversation ne s'éternise, puis lui lançai une liasse de papier ficelé. Qu'est-ce que c'est? Demanda le duc en les regardant d'un air dubitatif. Lisez, répondis-je simplement, inspiré par le professeur Mia. Les cachettes du culte du Seigneur Démon. Où avez-vous trouvé toutes ces informations? La carte incluait non seulement la cachette de l'ancienne capitale, mais aussi tous les autres lieux du duché. Un groupe comme celui-là allait certainement revenir s'ils n'étaient pas tous arrêtés en même temps. Dans le sous-sol du comte Bobino, juste sous notre nez. Mon imbécile de fils. Le duc parut stupéfait que certains membres de sa famille et ses principaux vassaux figurent sur la liste. Permettez-moi de m'en occuper personnellement, sire Nanashi le héros. Je jure sur le nom du duc Ugosh que l'affaire sera traitée comme il se doit. Je n'eus aucun mal à le croire. J'enverrai une troupe de chevaliers pour arrêter les membres du domaine du comte Bobino demain. Quant à ceux du centre-ville, je n'enverrai pas des chevaliers, mais des individus capables de les arrêter discrètement. J'inclinai la tête à la manière de Mia, et le duc expliqua. Pour être certain, nous devons nous assurer de la véracité de ces informations. Nous les capturerons d'abord, puis nous demanderons à nos vassaux d'utiliser les pierres Yamato ou l'œil du jugement pour établir leur culpabilité. J'avais oublié l'existence de ces outils et dons pratiques. Je pensais même qu'il serait plus facile d'utiliser le cœur de la cité pour les retrouver, mais ils avaient probablement une bonne raison de ne pas procéder ainsi. Par précaution, j'ai souligné mes mises en garde dans les documents concernant la capture des membres des Ailes de la Liberté. Il s'agissait de les capturer tous d'un coup et de se méfier de la « corne courte », un objet qui transformait les gens en démons. J'avais écrit que les terroristes pouvaient devenir désespérés lorsqu'ils étaient traqués, il valait donc mieux les éliminer tous d'un coup. Aucun individu possédant une corne courte n'était apparu sur ma carte, mais certains possédaient des compétences, boîtes à objets, des sacs magiques, etc. Je ne pouvais pas fouiller à l'intérieur, sauf pour les objets marqués, j'ai surligné leurs noms sur la liste. Aucun individu particulièrement puissant ne rôdait, donc même si l'un d'eux possédait une corne courte, sa forme démoniaque serait probablement assez facile à vaincre. Après tout, il y avait au moins 3 chevaliers de niveau supérieur à 50 dans la ville. J'ai réfléchi quelques secondes avant de dire au duc, « À vous. » Cette version concise de Nanashi serait probablement plus difficile à identifier, mais elle rendait les rencontres difficiles. Il serait sans doute judicieux de trouver une meilleure personnalité factice dont le langage et le comportement seraient difficiles à cerner. Arisa aurait peut-être des idées. oceanofpdf.com